Bienvenue au Spitzenkarpetelema. Nous lisons un fragment sur le miel de Paracelse, le médecin et alchimiste suisse qui a remanié la médecine occidentale au XVIe siècle en insistant sur le fait que la maladie et le remède émergeaient tous deux de la nature elle-même et non de la métaphysique spéculative des médecins universitaires qui n'avaient jamais touché un corps malade. Il ne s'agit pas d'un traité pharmacologique au sens moderne du terme. C'est une cosmologie. Paracelse cartographie l'architecture invisible par laquelle la Lune, le Soleil et l'été lui-même collaborent pour transformer la douceur terrestre en substance que les abeilles récolteront et que les humains ingéreront comme médicament. Il appartient à une lignée qui commence avec Jabir ibn Hayyan et la tradition alchimique islamique, passe par les herboristes médiévaux et les magiciens naturels, et s'étend jusqu'à la médecine vitaliste des XVIIIe et XIXe siècles. Ce qui distingue Paracelse, c'est son refus de séparer le chimique du céleste, le pratique du sacré. Chaque substance porte en elle la signature des puissances qui l'ont créée. Comprendre le miel, c'est comprendre comment la divinité parle à travers la matière. Ce fragment survit dans l'allemand qu'il parlait lui-même et non dans le latin des érudits parce qu'il croyait que le langage vernaculaire contenait des vérités que le langage savant obscurcissait. Le texte que nous allons lire est tiré de ses écrits médicaux sur la préparation des remèdes. Il est incomplet, ce qui est typique du corpus survivant de Paracelse, fragments, annotations, notes dictées aux étudiants, manuscrits dispersés à travers l'Europe et perdus à plusieurs reprises. Ce qui survit, c'est ce qui comptait suffisamment pour être copié, préservé, risqué. Ce passage sur le miel est devenu canonique dans la médecine ésotérique ultérieure car il fait quelque chose de rare, il rend visible l'invisible. Il montre à l'étudiant à l'auditeur initié exactement comment voir à travers la surface matérielle d'une substance la machinerie céleste qui l'a produite. Le miel devient une lentille à travers laquelle le cosmos tout entier révèle sa structure. Nous commençons maintenant par le premier chapitre. Si l'on décrit l'essence et la propriété du miel, il faut d'abord comprendre que la première matière est la douceur de la terre, qui se dépose autour des plantes naturelles et est attirée vers elles par la force des aimants propres à ces plantes. Vous devez également vous accrocher à ceci, dans chaque prima materia est rassemblé tout ce qui appartient aux différentes plantes comme si plusieurs couleurs étaient versées ensemble et qu'une seule était visible, mais toutes sont présentes, ou comme une graine, qui est du bois, qui est une feuille, qui est une branche, non présente, mais dans le temps, quand il grandit, tout apparaît. Il faut donc aussi savoir que dans la prima materia des choses naturelles, il existe un compositum, un composé, à partir duquel chaque plante puise ensuite ce qui lui appartient. Ainsi chaque plante attire à elle tout ce qui, selon son espèce, lui est nécessaire. Or, une double activité est à l'œuvre. La première, c'est que la Lune, avec ses pouvoirs célestes, puis y prépare cette matière dans la terre, et cette préparation dure depuis le début de la mort des plantes jusqu'à leur repousse, aussi longtemps que la Lune digère cette matière. Et aussitôt qu'il a achevé sa préparation, le printemps approche, et avec lui les plantes poussent, fleurissent et se développent à leur perfection, et de sa propre nature innée, la Lune chasse cette matière hors du sol dans les plantes, comme une pluie qui tombe sur la terre et arrose toutes les plantes, ainsi est la Lune, qui chasse la matière première hors de la terre vers le haut, comme les nuages poussent la pluie vers le bas. De cette manière, les plantes se renforcent dans leur nature et leurs propriétés. Voici maintenant quelque chose de plus, car, bien que la Lune ait accompli sa décoction, elle n'est pas encore comme elle devrait être, mais le Soleil accomplit l'autre activité, qu'il commence le matin de son lever. Et ce que la Lune a chassé, le Soleil l'attire vers lui et vers le haut, comme un aimant attire le fer, et renforce la tige ou le tronc avec précisément la matière que la Lune a préparée, afin que la tige ou le tronc atteignent dans le temps prescrit la perfection pour laquelle ils ont été faits. Ainsi, quotidiennement le Soleil puise cette liqueur, et quotidiennement la Lune exerce elle aussi son activité. Il faut savoir que la pluie est aussi utile ici, cela ramollit et prépare plus subtilement la matière de la Lune, qui autrement étoufferait à cause de la sécheresse de la Lune. Selon la manière dont le mélange de liqueur et de pluie s'unit, masse ou épais, ou selon la nature du sol, qu'il soit dur ou subtil, ou selon la nature de la Lune dans son fonctionnement, selon cela le miel sera épais ou léger dans l'année. Vous devez aussi comprendre que le miel dans son essence et sa matière première est la résina terra, la résine de la terre, mais cette résine n'est pas la même dans toutes les fleurs ou plantes, mais est en partie de la gomme, en partie de la résine, en partie du soufre, en partie sous une autre forme. Il s'agit également de la résina terra qui pousse dans les fleurs et les pointes des brindilles,
qui est reçu sous la forme et la forme du miel, mais qui n'est pas encore dans son ultima materia à travers le soleil et la lune, car les deux planètes ne peuvent rien perfectionner jusqu'au bout, mais seulement en rapport avec l'activité du ciel tout entier, que vous comprendrez ainsi, lorsque la plante se lève dans sa tige et que la liqueur qu'elle contient est préparée par l'intermédiaire de la lune, et que la pluie terrestre a arrosé la surface de la terre, et que la liqueur est aspirée à travers toute la tige par le soleil et distribuée, alors vient la troisième activité, c'est l'influence estivaliche, l'influence de l'été, qui est indépendante du soleil et de la lune. Vous pouvez le comprendre ainsi, comme si un verre scellé, avec quelque chose à l'intérieur, se trouvait dans une pièce chaude, et que ce qui est dans le verre se préparait vers son but. Ainsi se trouve la fleur ou la plante sur la terre dans la chambre céleste, et c'est là que commence maintenant la troisième préparation, ainsi la première par la lune, la seconde par le soleil et la troisième par l'astrome estival, l'étoile de l'été, tout comme dans le fumier de cheval l'homunculus frumentorum sanguis, le sang de grain, est digéré. Et grâce à la dite grippe, qui agit quotidiennement, le miel est créé chaque jour de plus en plus et est continuellement emporté par les abeilles. Ainsi, ce qui est créé quotidiennement, il l'emporte quotidiennement, et la nature travaille encore et encore à cet endroit. Comprenez donc que le miel n'est d'abord qu'un esprit terrestre, mais quand la grippe estivale l'éteint, elle forme un spiritus corporali, c'est-à-dire que l'esprit devient corporel, l'esprit qui, sous l'influence du soleil et de la lune, était un esprit terrestre, devient corporel et est appelé, lorsqu'il est devenu ainsi corporel, materia materiata, matière devenue matière, ou spiritus corporali, esprit corporel, c'est ce que les abeilles prennent et transportent à leur place. Or, c'est encore la première matière materiata, car le miel et la cire sont ensemble. Mais lorsque ces deux éléments sont séparés, comme on sépare aussi le fer et l'acier l'un de l'autre, alors il s'agit de quelque chose de physiquement séparé de la materia materiata. Comprenez donc, tout comme les alchimistes font circuler le spiritus vini, l'esprit de vin, dans le circulatorium ou pellicanum, de même l'étoile d'été fait circuler les sucs des plantes naturelles. Ainsi le miel coule de la terre dans la matière matérielle, donc dans celle qui est confiée aux abeilles. Ce qui est materia materiata est le subjectum de cet être qui entreprend de préparer davantage cette materia, c'est donc une chose non encore achevée, mais qui doit être amenée par un autre à l'état d'achèvement. Il en est ainsi universellement des choses naturelles. Chaque espèce est soumise à plusieurs autres pour le perfectionnement, depuis l'étoile jusqu'à l'animal vivant et sensible, depuis celui-ci jusqu'à l'être raisonnable, depuis celui-ci jusqu'à l'activité de la mort, qui consume toute chose et fait de chaque chose ce qu'elle était avant. Rien n'était avant, rien n'est après. Ainsi toute chose se conclut par rien, car rien n'était aussi avant. Depuis que j'ai commencé à écrire sur le miel, vous saurez que la nature, dans sa manière de fonctionner, est ainsi constituée qu'elle met toujours le plus grossier au fond et pousse toujours le plus pur et le plus subtil vers l'eau. Il s'ensuit ici que trois sortes de miel se trouvent dans une seule plante, inférieure, moyenne et supérieure. Ce que les abeilles recherchent, c'est ce qui se trouve dans les fleurs et dans les sauterelles, c'est là que les abeilles le cherchent. Au milieu et tout en bas, ils ne cherchent rien, à moins qu'ils ne trouvent assez de miel supérieur. À la recherche de miel, ils creusent ensuite plus profondément en direction du sol, vers la racine. Cela donne alors une sorte de miel et de cire plus grossière. Leur fin est la préparation du miel et il en est ainsi, ils le mangent, c'est leur nourriture, c'est la manne, c'est la téréniabine, c'est leur chat, se trônent à diverses sortes de rosées douces, de mila, de rosées célestes. C'est leur nourriture, qu'ils mangent dans les fleurs et qu'ils trouvent dans les fleurs et les pousses, tout comme on trouve le jaune dans la coquille d'œuf. Puisqu'ils en ont besoin pour leur faim, il s'ensuit en outre qu'ils ont des emunctoria, des ouvertures excrétrices, par lesquelles ils expulsent leurs égestions, leurs excrétions. Celles-ci sont de deux sortes, à savoir d'une part il s'agit de cire et d'autre part du miel. Il est habituel chez les animaux d'expulser leurs excréments et leur urine du corps. Parce que les abeilles ont en abondance de manne et de téréniabine, elles produisent du miel et de la cire, ils les mâchent des fleurs et des pousses et les transportent ainsi mâchés dans leur demeure. Ainsi, la préparation supérieure se produit à travers l'étoile naturelle manne, l'orcha, Tronosa à partir de laquelle naissent le miel et la cire. Mais non pas dans ce qu'ils poussent ainsi dans les fleurs et les pousses, mais à travers le ventre des abeilles. Le ventre est l'archeux, l'esprit de vie, l'artiste actif de la nature, prédestiné par la nature elle-même à transmuer ces choses en miel et en cire. Et la prédestination doit produire ce qui réside dans la possibilité active de la nature et qui ne pourrait surgir sans l'archeux. Autrement sont les excrétions de l'homme,
sinon celle du bétail, sinon celle des abeilles. Mais tels qu'ils sont, ils sont également créés pour l'usage d'autrui, comme par exemple les excréments du bétail pour les prairies et les pâturages, de même que les excréments des abeilles pour les bougies et les médicaments. Car la manne est leur nourriture suprême, la manne est la moelle des sauterelles, la téléniabine est leur autre nourriture, la téléniabine est la graisse séparée de la manne comme le sein d'œuf dans une soupe, l'orcha est la douceur parfaite des sauterelles jusqu'à la substance vide, Tronosa est la rosée entière, née de l'air, qui descend spécialement, et que les abeilles recherchent au dehors sur les pousses, c'est comme une pluie qui tombe dans un endroit et pas dans un autre. Entre toutes ces choses, il y a des distinctions qui, en physique, doivent être considérées principalement. Car c'est une différence que quelque chose provienne de l'une ou de l'autre, et chacun s'attache à la nature de ce dont il a le plus. Ainsi les fleurs de tilleul donnent une autre essence que les fleurs du hêtre, une autre que les fleurs du chêne. Ce sont tous des aliments grossiers et rustiques pour les abeilles. Il existe deux sortes d'abeilles, nobles et ignobles, et aussi civiques, ceux qui vivent dans le désert. Ceux-ci sont d'espèces rustiques grossières et donnent un miel dur, fort et grossier et une cire défensive en noyau. Car les paysans sont les premiers et restent aussi les derniers. Il y a ensuite les abeilles nobles, qui se nourrissent des étamines, c'est-à-dire des roses, des lys et d'autres belles fleurs ornementales. Ceux-ci donnent le miel le plus noble, bon pour l'hydromel sucré et pour les onguents subtils. Il y a aussi des mariages entre les abeilles rustiques et les abeilles nobles, donc une espèce moyenne entre les nobles et les paysans, qui récoltent aussi leur miel, chaque espèce selon sa naissance. Ainsi le grossier et le pur se rejoignent, cela donne un miel tempéré et une cire tempérée. Il existe en réalité trois sortes d'abeilles, la paysanne, la citoyenne et la noble. Cette distinction doit être respectée par les médecins, car c'est en conséquence que l'on distingue également les médicaments qui sont fabriqués à partir des trois sortes de miel. Et leur rang différent n'est connu que par l'endroit où elles volent pour chercher leur nourriture, et par l'endroit où elles sont vues par les autres abeilles dans les jardins ou les déserts comme domestiques ou sauvages. Ils se nourrissent des fleurs des champs et des jardins, des forêts douces, mais aussi du désert et même du désert. Il existe de nombreuses sortes de paysans et aussi de nombreuses sortes de nobles, avec chacun leur habitation respective. Il me semble juste de vous expliquer, pour mieux comprendre ma ligne de pensée, quelque chose que l'Écriture contient sur le très saint Jean-Baptiste, comment on raconte de lui qu'il mangeait des sauterelles et du miel sylvestre, du miel sauvage. Il en est ainsi, les sauterelles qu'il mangeait poussaient dans le désert, là où aucun homme n'habitait, c'est-à-dire qu'il habitait dans le désert. Il s'ensuit qu'il ne mangeait pas non plus la nourriture ordinaire du monde, mais qu'il mangeait seulement les pousses des arbres et les tirait du miel rustique récolté par les abeilles sauvages rustiques. Il se nourrissait ainsi de miel rustique comme un paysan. Et certains, considérés comme très instruits, interprètent cela comme tel que les sauterelles étaient censées être sa nourriture. Ces gens sont incapables de garder le silence sur leurs propres bêtises. Dans un latin bien fait, ils exposent leur propre folie et fantaisie, comme Jérôme, Erasme et beaucoup de nouveaux prophètes célèbres en latin. Parmi les aveugles, ils sont bornes et non doubles, ils peuvent faire quelque chose mais pas assez. Écoutez maintenant davantage le rôle et le comportement des abeilles. On voit comment cela font leur demeure, oui ils font leur travail, prenez en exemple. De même que Dieu le Tout-Puissant a donné aux hommes, par l'intermédiaire de leur sens et de leur intelligence, le pouvoir de construire et d'ériger des maisons et des habitations pour eux-mêmes, ainsi il a également donné aux animaux irrationnels, afin qu'ils puissent, selon leur nature, construire leur propre demeure. Nous pouvons voir cela dans chaque espèce animale, que chacune à sa manière, selon sa nature, ses propriétés et ses besoins, construit elle-même son propre abri. Les hommes n'ont rien pour l'homme intérieur, mais l'homme extérieur a son abri. Ainsi les renards ont leur terrier, les oiseaux leur nid, ainsi les abeilles leur maçonnerie et leurs murs dans lesquels elles habitent, ces murs sont appelés nids d'abeilles. Dans cette maçonnerie, ils installent des réserves dans lesquelles ils accomplissent leur préparation. Et de même que l'homme est doté de Dieu pour tous les arts et il existe d'innombrables arts sur terre, de même l'animal est également doté par la nature de Dieu, de sorte que les animaux sous l'influence de la nature comprennent également beaucoup de ces arts. Et les abeilles sont si merveilleuses dans leurs œuvres qu'on ne peut pas comprendre leur être astucieux. L'argument présenté ici par Paracelse est d'une structure trompeusement simple, mais ses implications sont cosmologiquement denses. Le miel n'est pas une substance passive extraite des fleurs. C'est un produit collaboratif de 4 agents célestes et terrestres, la terre comme matière première, la lune comme digesteur et préparateur,
le soleil comme tiroir vers le haut et concentrateur, il était lui-même l'influence estivaliche comme perfectionneur final qui transforme l'esprit en corps, la matière abstraite en esprit corporel concret que les abeilles peuvent ensuite saisir et affiner par leur propre travail alchimique dans le ventre. Chaque agent a une fonction spécifique au sein d'une hiérarchie de transformation. Rien dans la nature n'agit seul. Tout est soumis à tout le reste. Les abeilles elles-mêmes ne sont pas de simples collectionneuses mais des alchimistes. Leur archie, leur esprit vital qui les habite, est l'instrument par lequel le travail est accompli. C'est crucial. Les abeilles sont des opératrices intelligentes au sein d'une intelligence plus large. Ils possèdent des connaissances encodées dans leur nature et non apprises par l'instruction. Et leur excrétion, leur déchet devient un médicament et une lumière à usage humain. Ce qui est imité ici par rapport à la tradition médiévale, c'est l'insistance sur l'observation empirique liée à la vision cosmique. Paracelse n'hérite pas simplement de la doctrine des signatures, il exige que le médecin voie les trois qualités de miel paysan, civique, noble se distinguer non pas par une théorie abstraite mais par les fleurs que visitent les abeilles, le sol qu'elles travaillent, le terrain qu'elles habitent. La qualité du remède découle de la qualité de la matière, qui découle de l'influence céleste agissant sur elle. Cela a donné naissance à toute une tradition de vitalisme pharmaceutique, la croyance selon laquelle la puissance n'est pas réductible à la composition chimique mais est inhérente à la totalité vivante de la manière dont une substance est fabriquée. Cela a également fondé les mouvements homéopathiques et anthroposophiques ultérieurs, qui considéraient Paracelse comme leur ancêtre, en insistant sur le fait qu'une préparation infinitésimale pouvait concentrer plutôt que diluer le pouvoir. Que cette interprétation soit valable ou non, la véritable innovation de Paracelse était méthodologique, il a rendu légitime la question non seulement de l'astérisque quel astérisque est cette substance, mais astérisque comment est-elle devenue astérisque et astérisque quelles intelligences vivantes ont participé à son devenir astérisque. Pour un guérisseur, cette question change tout. Suivant, Jabir Ibn Hayyan, astérisque Kitab al-70 astérisque. Le Spitzenkerpetelema. Si cette archive vous est utile, soutenez-la sur Patreon. Il y a dans la description.